Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur LinkedIn. Bonjour en studio. Je suis Flavie, Head of Partner Management chez Urban Sports Club et je suis ravie d'animer aujourd'hui cette table ronde autour du thème le sport comme catalyseur de l'expérience collaborateur. Urban Sports Club, c'est un avantage salarial sport et bien-être, un avantage qui vous permet en fait de faire plus de 50 activités sport et bien-être dans 11 000 salles de sport en Europe, ce qui fait en fait une solution la plus flexible en fait pour rester actif. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs à avoir un mode de vie sain et actif et encourager les entreprises à investir dans le bien-être justement de leurs collaborateurs. Donc on est à la fois un avantage salarial, mais on va le voir plus tard, c'est aussi un outil pour améliorer la marque employeur et une solution pour vraiment agir sur la santé des salariés, mais aussi la performance des entreprises. Je suis accompagnée aujourd'hui de trois experts RH, Céline Thomas, Marie-Sophie Zambo et Flaubert Juillier. Ce que je vais vous demander, c'est on va commencer par un petit tour de table. Je vais vous laisser vous présenter et également nous donner vos sujets de prédilection et un petit peu quel est votre rapport au sport. Bonjour, je suis Céline Thomas. Donc moi, j'interviens en tant que conférencière et formatrice en management et qualité de vie et conditions de travail. Mon rapport au sport. Non, c'est très intéressant comme question parce que pendant des années, j'en ai absolument pas fait et j'en refais maintenant. Et c'est un vrai plaisir. C'est la période de la journée ou de la semaine, parce que j'en fais pas tous les jours, où j'oublie tout, à part ce que je suis en train de faire là. Et c'est bien-être physique et bien-être mental aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement quand je me suis mise au sport et qui m'a vraiment aidé à réguler, on en reparlera, mais les émotions, le stress et ainsi de suite. Et quand on a une vie d'entrepreneur, de maman, d'épouse, enfin voilà, c'est un vrai changement de vie. Honnêtement, j'en fais pas tous les jours, mais les semaines où je ne peux pas en faire techniquement, je le sens dans la tête, plus que dans le corps. Je le sens mentalement, je suis moins résistante au stress. C'est vraiment un outil pour Ouais, favoriser complètement. sa résilience et sa force Complètement. de caractère. Oui, on en reparlera. Merci. Donc moi, c'est Marie-Sophie Zambo. Comment me définir? Une passionnée de recrutement et des ressources humaines au sens large. J'ai 20 ans d'expérience au compteur maintenant. Ça me rajeunit pas. Et je suis fondatrice de Racing RH, un cabinet de conseil en recrutement et marque employeur, et donc créatrice de contenu B2B. Vous l'aurez compris. Alors mon rapport au sport, ça se voit pas forcément, mais je suis sportive. J'ai absolument besoin de ma dose de sport. Ça fait 15 ans que j'en fais, 3 à 5 fois par semaine, principalement. Alors ça, c'est principalement en salle. J'aimerais plus à l'extérieur, mais principalement en salle. Et je le fais parce que j'ai besoin de. C'est une soupape en fait. J'en ai besoin pour me défouler, pour décompresser. Je me rends compte aussi que souvent j'ai pas mal d'idées qui émergent comme ça, alors que j'étais en train de faire une séance de sport, un problème, quelque chose, une problématique où j'écris des articles, j'ai un angle qui apparaît. Il y a des choses qui se passent quand je fais mon jogging ou que je suis en train de faire ma séance. Et pendant des années, je le faisais entre midi et 2. J'ai encore tendance souvent à le faire entre midi et 2. Et c'est vrai que j'ai un regain d'énergie, en fait, l'après-midi. Je pensais le contraire au départ, mais en fait, ça me rebooste pour l'après-midi et ça recharge la batterie. Je suis prête à repartir pour quelques heures. Donc, moi, je suis convaincue des bienfaits du sport à titre personnel et puis, bien évidemment, plus largement pour les organisations, les collaborateurs, les candidats. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi c'est Flaubert. Moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines. J'ai fait des études de droit, j'ai été DRH d'un groupe de 2000 personnes. J'ai créé ma société il y a maintenant 5 ans. Ça s'appelle la Manufacture RH. Je fais du recrutement, fonction RH, du coaching, j'ai un podcast, etc. La place du sport, pour moi, elle est, moi depuis tout gamin, j'ai toujours pratiqué le sport. Le foot, le tennis, le ski. Je me suis mis au golf. Alors certains disent que c'est pas vraiment un sport.
En tout cas, psychologiquement, si, j'y crois beaucoup, même si là, j'ai plutôt arrêté. Et surtout, moi, je cours beaucoup. Alors là, je suis en phase hivernale, donc je fais qu'une sortie à peu près de 12 km là. Et après, c'est 3 fois par semaine, obligatoirement. Et pendant les vacances, c'est tous les jours. Il faut que je cours, sinon je ne suis pas bien. Et dans ma vie d'entrepreneur, c'est super important pour moi d'avoir cette routine et d'ancrer la pratique du sport. Parce qu'en effet, on pense toujours c'est bien pour le corps. Les années font que le corps, ok, mais c'est surtout également psychologique. Dès que j'ai un peu une blessure, un bobo, etc., je vais vite voir l'ostéo parce qu'il faut que j'aille courir. Sinon, je ne suis pas bien dans ma tête. Et puis, moi, j'ai 2 enfants. Et pour mes enfants, c'est également important qu'ils pratiquent le sport pour leur apprendre. Mon fils, il fait un peu de foot, du tennis, donc il y a aussi les valeurs du collectif et puis les valeurs de se pousser un peu, d'aller dans ses retranchements, d'être confronté à soi-même, de progresser, de perdre. C'est important aussi. Donc voilà, pour moi, le sport a vraiment une place très, très importante. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Il y a des aspects complètement différents de pourquoi chacun pratique le sport. Il y a aussi des aspects en commun. Il y a forcément des choses qu'on va retrouver tout au long du parcours de l'expérience collaborateur. On va commencer peut-être par un petit état des lieux. Hop. Donc, je vous montre juste rapidement Urban Sports Club. Donc, on est présent dans 7 pays. Il y a plus de 4000 entreprises qui sont clientes chez nous. Et comme on le disait, on propose non seulement du sport, mais du bien-être. Et c'est un mot qui va ressortir souvent dans l'expérience collaborateur. Juste un petit exemple, d'une routine qui pourrait se faire chez Urban Sports Club. Alors non, on ne promeut pas le sport tous les jours. On comprend que c'est compliqué à mettre dans les agendas, mais voilà, une petite variété, aussi bien de la natation que du yoga, de la méditation, de la boxe. Voilà, il y en a pour vraiment tous les goûts. Un petit rappel de qui se présente aujourd'hui. Et donc pour le déroulé de la table ronde, on va aborder donc tous ces challenges de l'expérience collaborateur et ensuite voir par pilier en fait. Il y a beaucoup de piliers, on ne pouvait pas tous les choisir aujourd'hui, mais dans l'expérience collaborateur, comment on peut intégrer le sport dans la vie de l'entreprise et pourquoi c'est important de le faire. Et on laissera un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Et en live, malheureusement, vous serez pas de la partie pour la suite, mais on va joindre l'acte et la parole, mais on va aller faire une séance de sport ensuite pour mettre en pratique tous les bénéfices de ce dont on a parlé. Hop. Donc, pour revenir sur les challenges de l'expérience collaborateur. On a pas mal de stats de différentes études. 25% des salariés se sentent fatigués. Cette stat, elle augmente à 55% parmi celles et ceux qui ne pratiquent pas le sport. Il y a un salarié sur 3 qui est démotivé. 64% des salariés ressentent du stress au travail au moins une fois par semaine. Et 6% des salariés seulement se sentent engagés dans leur entreprise. Ça fait un tableau un petit peu noir, si je puis dire. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé par rapport à nos exigences sur ce qu'on attend au travail? Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? J'avoue, je ne suis pas forcément surprise par ces chiffres. Effectivement, le tableau, il n'est pas extrêmement reluisant, mais on va dire que justement, il y a des choses et on va en discuter pour éventuellement essayer d'améliorer. Le constat, c'est celui-ci. Je pense que comme sur beaucoup de choses, le coronavirus aussi a accentué les choses, à savoir que toutes les enquêtes montrent sur l'état psychologique, en fait, que ça a accentué les personnes qui se sentaient pas forcément très très bien, le confinement et puis la
la remise en question que ça a provoqué. Sur le stress, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est un des mots du siècle. Donc justement, en tant qu'entreprise, pouvoir proposer des choses pour pouvoir travailler sur ce sujet, améliorer, c'est important. Quand le engagé, ça on le voit souvent dans beaucoup d'études, les chiffres varient, mais on est à peu près là-dessus. On va en discuter, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Il faut certes recruter, mais il faut réussir à fidéliser, motiver, engager ses collaborateurs. Et c'est un gros challenge. Oui, je ne suis pas surprise. Je vais compléter un petit peu, mais oui, effectivement, tu l'as très bien dit, la pandémie, en fait, a juste été un révélateur. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas plus stressés, enfin, ils étaient déjà très stressés. Et la pandémie, ça a été le boom. En fait, tout le monde s'est dit « Ouais, mais en fait, ma vie, c'est pas ça, je veux pas ça, j'en ai marre, je veux pas de ce boulot, je suis trop stressée. » Enfin, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont claqué la porte de l'entreprise après la pandémie parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans ce modèle qu'on leur proposait. Et aujourd'hui, vous en parlerez mieux que moi, mais le recrutement, c'est quand même très compliqué de fidéliser et déjà de recruter et de garder. Et effectivement, on est dans une période où il n'y a plus que le salaire, même si le salaire est un critère de recrutement et c'est un critère pour rejoindre une entreprise qui est très important. Les entreprises ont compris surtout qu'elles devaient mettre autre chose dans la balance pour assurer le bien-être et que ce bien-être ne passe pas que par des choses purement matérielles, à savoir un joli bureau, un bon salaire. Et voilà. Elles ont compris. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Et l'arrivée du sport, ça peut être un excellent moyen de proposer quelque chose qui fait du bien aux collaborateurs sans être lié directement au travail. Parce qu'ils ont aussi déplacé. Ils ont défocusé le travail dans leur vie. Le travail n'est plus central depuis la pandémie. Je crois que je peux me tromper, mais globalement, le travail, c'est plus toute la vie. Et tout ce qu'on a pu connaître avant, maintenant, on remet très vite en question. On est notre employeur, ça va plus, on s'en va beaucoup plus vite. Il n'y a plus cette notion de loyauté, de fidélité qu'il y avait avant, beaucoup plus ancrée. Et donc, il faut trouver moyen de faire rester les collaborateurs et le faire par un moyen autre que quelque chose qui soit lié au travail. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se dire, OK, ma boîte prend soin de moi à tous les niveaux et pas juste sur les aspects purement chiffre d'affaires et performance. Oui, et ça permet de recréer justement un petit peu cette harmonie entre vie pro et vie perso. Il y a plus, je dois être au travail, Le sport permet de créer justement cette coupure pour prendre soin de soi et c'est hyper important. Et quand on parle de l'expérience collaborateur, c'est quelque chose dont les entreprises ont pris conscience. On voit une statistique sur les slides. En 2019, c'est 25% des sociétés qui déclaraient en fait avoir mis en pratique une politique d'action sur collaborateurs. En 2023, 66%. Donc c'est vrai que la pandémie est clairement passée par là. Il y a la prise de conscience, c'est bien, mais comment on passe à l'action ? L'expérience collaborateur, c'est un sujet vaste. Oui, vaste sujet, mais ô combien important. Alors, moi, je suis très content de voir qu'en effet, entre 2019 et 2023, là, ça y est, les entreprises se sont enfin saisies de ce sujet. Je suis quand même très perturbé par ce 6% de personnes engagées. Je sais pas, je pense qu'à un moment, il faut se réveiller. 6% de personnes qui se disent engagées. L'engagement collaborateur, il est fondamental. C'est quoi une entreprise ? Ce sont des personnes qui travaillent ensemble à un projet commun. S'il n'y a pas d'engagement, et là je fais le lien avec le sport, on voit une équipe qui est désengagée, ça part dans tous les sens. Dans l'équipe, dans l'encadrement. Et souvent, ça vient de l'encadrement, ça descend dans l'équipe. Donc je trouve que ce chiffre, il est perturbant. L'expérience collaborateur, c'est, à mon sens, c'est un peu comme la marque employeur. Enfin, ça en fait partie. C'est tout sauf du RH washing. Et trop d'entreprises se sont un peu lancées sur le sujet en disant moi, je vois bien des réunions où on a un problème de recrutement. Ok, Stéphanie,
on va faire la marque employeur. Grosse erreur. Grosse erreur. C'est l'inverse. On travaille notre marque employeur, on construit, on a des bases qui sont solides, et ensuite, on peut vendre des choses qui sont quasi naturelles à l'extérieur. C'est un peu le syndrome, là, j'ai refait ça dans un article, mais le bifidus, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. À un moment donné, c'est ça. L'expérience collaborateur, c'est ça. Ce sont des choses très concrètes que vivent les collaboratrices et collaborateurs en interne pour que ça puisse transpirer à l'extérieur, et puis que les entreprises puissent communiquer, mais réellement, concrètement, et sur des choses factuelles, concrètes. Et ce que vous proposez, c'est quelque chose de très concret, très matériel, très pratique pour travailler sur cette expérience collaborateur et la marque employeur. Et Je me permets juste une petite remarque, ça va être très vite. Justement, sur ce chiffre-là, moi, je suis contente de voir que les entreprises, jusqu'à présent, étaient croyantes, mais pas pratiquantes, pour prendre le terme un peu du sport. Et donc, aujourd'hui, on voit que là-dessus, les lignes sont en train de bouger. Voilà, de croyants, on commence à être pratiquants. Et ça, effectivement, ça fait plaisir que ça ne reste pas juste des paroles ou des jolies valeurs ou des jolis mots qui sont sur les frontons des organisations. Et je rebondis sur le sujet. Est-ce que vous, dans vos différentes expériences, vous avez souvent retrouvé le sport dans l'expérience collaborateur ? Oui, dans le vécu des équipes, évidemment. Je pense notamment au fait par exemple, de célébrer. Célébrer une fin d'année, célébrer une sortie de produit, célébrer des bons résultats, moi j'ai toujours connu dans mes expériences, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, beaucoup de sport au centre de la cohésion des équipes. Et ça, c'était fondamental et très important. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose de plus prégnant et de plus important dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu le syndrome du team building. Ok, viens, on va faire du sport. L'entreprise crée un moment autour du sport et un moment festif pour créer du lien dans les équipes. Aujourd'hui, on va encore plus sur la position de l'individu et du sport individuel pour son bien-être à lui aussi. Et c'est un vrai sujet dont je parle pas mal avec les DRH assez régulièrement, et notamment à travers le podcast. Un DRH aujourd'hui, autant avant, il était c'était le gardien du temple du collectif. Et souvent, sa phrase, c'était « Non, mais je ne peux pas t'accorder ça, parce que si je le fais pour toi, je le fais pour tout le monde. » Aujourd'hui, on va de plus en plus sur l'individu. Alors, ce n'est pas de l'individualisme, mais c'est comment j'arrive à faire quelque chose pour la personne dans le collectif. Et le sport, chacun peut aussi, il y en a c'est du yoga, il y en a c'est de l'escalade, il y en a c'est de la boxe, il y en a c'est de la course, il y en a. Donc je trouve que il y a un vrai sujet là autour. Moi, à titre personnel, dans mon vécu, là, je suis vraiment sur mon vécu en tant que salarié d'organisation. Le sport, c'était très à la marge. J'aurais adoré, moi, qu'il y ait des subventions, qu'il y ait des choses qui soient vraiment mises en place. Ça m'aurait facilité la vie. Et quand c'était utilisé, c'était un peu de manière artificielle. C'était un peu effectivement un peu esprit team building. Une fois par semaine, on va tous se mettre en tenue de sport et faire quelque chose. Et soi-disant, on va ressortir et puis on va être meilleurs amis. Ça va améliorer la communication, etc. Mais c'était fait de manière telle que personne n'était dupe et qu'on sentait que c'était un artifice. Et donc là, on est très très loin de ce que vous proposez ou de ce qu'il faut proposer dans l'absolu, à savoir proposer une offre à la carte qui soit flexible, qui s'adapte véritablement aux attentes de tout le monde. Parce que ce qu'on vise, c'est pas de manière artificielle créer quelque chose ou faire des jolies photos pour un site internet, mais c'est vraiment proposer quelque chose qui va provoquer, générer du bien-être chez nos salariés, chez les collaborateurs, et ça va se répercuter évidemment après sur la performance, la productivité, etc. Mais on va dire c'est le second effet qui se coule. Le premier, c'est véritablement de dire je propose quelque chose qui améliore le bien-être de mes collaborateurs parce que j'y crois. Juste, non, je repense à une chose. Moi, j'ai connu une entreprise dans laquelle je travaillais qui avait créé sa salle de sport au siège, sauf qu'elle avait des régions. Et qu'à un moment, les gens en région, ils ont dit « Oh, vous êtes sympas les gars, mais comment on fait nous ?» Donc après, ah oui, attendez, on va sponsoriser une partie d'abonnement de sport dans différentes salles, etc.
Donc voilà, il y a aussi ce sujet-là, faire pour tout le monde. L'inclusivité et Exactement. faire en sorte que tout le monde soit... C'est pas que la belle salle pour le siège. Exactement, oui. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur la santé physique et mentale. Elle a un lien clair sur la performance en fait de l'entreprise. Des salariés qui se sentent bien dans leur corps et bien dans leur tête, ils sont plus créatifs, plus productifs, plus motivés. Ça marche mieux avec les collègues et le résultat se fait sentir sur la productivité, la rentabilité. C'est du win-win. Hein. Alors, si on passe au premier pilier de l'expérience collaborateur, qui est trouver les gens pour venir dans l'entreprise, donc le recrutement. On voit que en fait, il y a deux stats sur ces slides qui me marquent. La première, c'est 79% des salariés souhaitent travailler dans une entreprise qui favorise la pratique du sport, et 66% des Français indiquent renoncer pratiquer un sport pour des raisons financières et d'accessibilité. Vous pouvez un petit peu réagir sur ces chiffres. C'est toi la pro du recrutement. Plus à l'aise que moi sur le sujet. Oui, alors le recrutement aujourd'hui, c'est compliqué. Alors là, j'enfonce une porte ouverte en disant le recrutement, c'est compliqué. Ça fait des années qu'on dit ça. La dernière étude besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, qui date un peu maintenant, ça fait quasiment un an, c'était 61% des recrutements se jugeaient difficiles par les entreprises. Elles ont vraiment beaucoup de difficultés. Et donc là, on voit que, entre guillemets, assez facilement, je dis facilement, mais il y a des choses après à mettre en place, ça ne se décrète pas comme ça d'un claquement de doigts, mais proposer un dispositif d'activité physique et sportive, on voit que c'est en lien avec les attentes des candidats et que donc forcément, on marquerait des points, on arrive à se différencier de la concurrence et à générer plus de candidatures et à mieux recruter en proposant ce genre d'offres et de services, accès sport, bien-être, parce que les gens en ont envie, les candidats, futurs collaborateurs en ont envie, et que en fait, on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Ils aimeraient. Alors après, ça fait partie de beaucoup de choses. C'est souvent la bonne résolution d'ailleurs de début d'année ou de septembre à la rentrée. Ça y est, je me lance. Et ça tient pas très très longtemps parce que c'est compliqué à caser dans l'agenda si on n'est pas accompagné, si on n'est pas aidé, si on n'a pas un petit coup de pouce de la part de son entreprise et de son organisation. Donc voilà, là, ça parle en soi. Les collaborateurs, les candidats, ils ont du mal. Donc j'aurais tendance à dire, vous avez du mal à recruter. C'est pas la recette miracle. Il y a d'autres choses, mais entre autres, pensez à proposer ça et à le mettre en avant sur vos annonces pour que ça apparaisse clairement sur les avantages. Les candidats veulent voir ça sur votre site carrière. Voilà, communiquez là-dessus. Si c'est la réalité, véritablement, si ce n'est pas fait de manière artificielle, voilà, ça vous permettra de recruter plus facilement. Alors, j'avais un petit pense-bête. Moi, je suis très chiffre. J'ai toujours mes petits pense-bêtes. Ça fait rire tous ceux qui me connaissent. Et donc, j'avais vu aussi une stat qui disait que 20% des candidats déclaraient qu'une offre sportive pouvait les influencer dans le choix d'une entreprise et choisir une proposition d'une entreprise versus une autre proposition. 20%, c'est pas négligeable parce que effectivement l'équilibre vie pro vie perso est un des éléments qui est de plus en plus recherché, sur lesquels les candidats ont le plus d'attentes. Ce matin même à la radio, il y avait un sondage d'une école de commerce sur les attentes des jeunes 18-24 ans et ce qui ressortait en premier lieu, c'était le bien-être. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit shift par rapport à il y a quelques années, d'autres générations. Là, c'était le bien-être qui ressortait comme attente number one. Voilà. Juste sur ce sujet du recrutement, nous, ce qu'on voit dans les recrutements qu'on fait, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Alors la rémunération, évidemment, et pour moi, c'est une juste conclusion. C'est pas le point d'entrée. La rémunération, avant, il y a un projet, il y a une envie, il y a un manager, il y a plein de choses. C'est vrai que nous, dans les questions qu'on a, de toute façon, aujourd'hui, on a le télétravail, qui est un vrai sujet, la localisation. Et moi, ce que je dis toujours, c'est un recrutement, c'est une rencontre. Et à un moment donné, il y a un peu d'acte de vente des deux côtés. Une entreprise qui, en termes de télétravail, est peut-être pas super développée parce que pour plein de raisons, mettre en place une offre, proposer des avantages comme le sport, c'est un avantage, mais ça renvoie aussi surtout une image.
Ça renvoie une image de... pour nous, après, c'est beaucoup plus facile, quand on est recruteur, d'expliquer, de rentrer dans l'état d'esprit aussi de l'entreprise. Une entreprise qui fait ça, il y a plein de choses qui se déclinent derrière. Donc ça peut tout à fait venir soit contrebalancer quelque chose qui est un peu plus difficile à faire comme le télétravail, ou compléter et surtout vraiment montrer un état d'esprit qui est beaucoup, beaucoup plus facile pour attirer les candidates et les candidats. Sur ce point, il y en a d'autres, donc je serai assez rapide pour qu'on puisse tout aborder. Il y a un cercle véritablement vertueux, à savoir que si une entreprise dont on voit sur ses annonces, ses offres d'emploi, propose ce genre de dispositif, forcément, il va y avoir des retombées positives sur la marque employeur, sur l'image qu'on peut avoir de l'organisation. Et on sait très bien, il y a plein d'études, ça dépend des postes, des secteurs d'activité, etc., qui montrent que si on a une bonne marque employeur, quand on diffuse une annonce, ou même sur les candidatures spontanées, on va avoir plus de candidatures. Donc en fait, le fait d'avoir ça en place fait qu'on a plus de candidatures spontanées et plus de réponses aux annonces. Donc il y a véritablement un cercle vertueux qui se met en place et qui est bénéfique à tous les stades du recrutement et tous les autres stades de l'expérience collaborateur. Oui, le sujet de la marque employeur pour le recrutement, ça me semble être un élément phare, puisque ça montre vraiment que on prend soin des collaborateurs en leur fournissant une opportunité d'aller faire une activité physique ou une activité pour son bien-être. Ça peut être méditation, sophro. On n'a pas besoin de faire des bootcamps pour se sentir mieux. Ouais, c'est très clairement, ça donne un signal fort aux candidats en fait. C'est dans cette entreprise, on prend soin de mon équilibre aussi perso. En fait, c'est un signe de considération. Avant même que la personne soit dans l'entreprise, c'est déjà des signaux en disant on recrute des compétences, on recrute des soft skills, des hard skills, tout ce que vous voulez, mais on recrute des humains qui ont une vie en dehors. Alors aujourd'hui, c'est le sport, mais je sais qu'il y a des entreprises qui font aussi d'autres choses comme les crèches d'entreprise et ainsi de suite. C'est le même état d'esprit, c'est de se dire nos employés ont une vie en dehors. Et si on veut qu'ils soient bien dans leur vie et donc performants dans l'entreprise, parce qu'on ne va pas se mentir, tout ça, c'est quand même dans un but. Enfin, c'est pas, on n'est pas des licornes à paillettes et des bisounours. À un moment donné, il y a un objectif de performance derrière. Mais se dire, il n'y a pas de performance sans bien-être. Et si je ne prends pas soin de mes employés, eh ben, ils partiront, tout simplement. Parce que, ou ils feront des burn-out, ou... voilà. On n'en a pas parlé, mais le sport, c'est aussi un bon moyen d'évacuer le stress, de remettre, j'allais dire l'église au milieu du village, mais le cœur, le corps, le cerveau, tout aligné, et de chasser tout ce qui, petit à petit, cumulé, peut nous amener vers des situations de détresse psychologique, de burn-out, et ainsi de suite. Et ça, les entreprises l'ont compris, et plus elles le mettent en avant, mieux c'est. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès. Moi, je suis très mesurée. Marie-Sophie, c'est les chiffres. Moi, c'est la mesure et la nuance. J'ai vu, à contrario, des entreprises qui recrutaient avec une séance de sport. Et là, je me dis, par contre, c'est niette, quoi. Parce qu'on n'a pas tous, effectivement, le même niveau. Il y en a qui sont yogistes et d'autres qui sont golfeurs. Moi, si on me fait faire une séance de, je ne sais pas quoi, avec des tractions ou autre, je n'aurai pas le poste. Donc, c'est clairement... Non, mais voilà, c'est de doser et de laisser, en fait, d'offrir un cadre et une opportunité et laisser la personne évoluer dans ce cadre à son rythme et en fonction de ce qu'elle veut. Et ça, c'est la vraie... c'est être libre tout en étant dans un cadre. Et ça, je crois qu'on ne peut pas offrir mieux aujourd'hui. C'est ce que tu disais, les jeunes ont vraiment besoin de ce bien-être. Et c'est un investissement pour tout le monde. Mais ça va vraiment changer les choses, que ce soit le sport ou d'autres solutions. Mais c'est vraiment, il faut vraiment qu'on continue sur cette démarche-là. Là où l'entreprise est vraiment forte, c'est quand elle arrive à faire quelque chose pour le collaborateur qui a une incidence positive sur sa vie à lui. Moi, ça m'a sauté aux yeux le jour où on faisait des formations sauveteurs secouristes. Les gens y allaient en disant « Oh là là, c'est nul ». Sauf qu'un jour, il y en a un qui a utilisé sa formation dans sa vie privée parce qu'il a eu un problème un dimanche sur un déjeuner, etc. Et quand on arrive à faire, avec une offre de sport, à faire que la personne, elle est bien
dans son travail, avec ses collègues, ça crée des liens, etc. Mais ça a également une incidence positive sur sa vie à elle, parce qu'après, il y a plein de chiffres qui montrent que quelqu'un qui fait du sport a moins de maladies, etc. Là, l'entreprise, elle est très, très forte. Merci beaucoup. Si on passe maintenant à l'étape suivante dans l'expérience collaborateur, on a recruté grâce à voilà, nos avantages et nos packages. L'autre côté. Voilà, l'intégration. On va repartir de chiffres encore. Donc, il y a une stat de Glassdoor qui indique qu'un processus d'intégration performant permet d'améliorer la rétention des nouveaux employés de 82%. Et une autre stat à l'inverse qui dit voilà, seulement 12% des salariés sont satisfaits de l'onboarding qui est prévu par leur nouvel employeur. Si on insiste sur cette deuxième slide, deuxième chiffre, c'est quoi les raisons selon vous de cette faible satisfaction? Et deuxième question, comment on intégrerait le sport dans cette étape pour que ça soit un facteur de succès? Non, mais moi je pense que le 12%, moi je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, mais à partir du moment où les entreprises se disent on a une façon d'intégrer, c'est comme ça, déjà, amélioration continue, est-ce qu'on se pose la question de revoir régulièrement? Moi le conseil que je donne toujours, c'est vous prenez les 3-4 derniers arrivés, là, vous les mettez dans une salle, vous leur payez un café, vous leur dites « Ok, qu'est-ce que tu n'as pas aimé changer dans notre process d'intégration ?» Peut-être que certains vont dire « faut changer ici, ça, etc. » Et à partir du moment où on fait des choses qui sont des copier-coller pour tout le monde, évidemment que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'individualisation et arriver à mettre de l'individualisation dans un process qui va être pour tout le monde et qui va être commun. Donc voilà moi, ce que je pense du sujet. Et sur l'intégration, si on revient sur le sujet voilà, de dispositifs d'activités physiques et sportives, sur le bien-être, bien évidemment, si quelqu'un vient d'arriver au sein d'une organisation et qu'assez rapidement, il a ce genre d'offres à disposition, il peut assez rapidement partager des moments avec les collègues de son équipe, avec d'autres membres de l'organisation, des personnes d'autres services qui n'auraient pas forcément croisé en tout cas rapidement ou dans la période d'essai ou dans les quelques mois. Donc en fait, ça favorise l'intégration. On rencontre les gens de manière détendue dans un contexte moins formel. Donc ça permet de mieux intégrer, de rencontrer plus rapidement plus de personnes dans un autre cadre. Donc pour moi, c'est forcément très positif. Oui, c'est surtout ce côté autre cadre qui est intéressant. J'ai autour de moi des personnes qui sont dans des grosses entreprises où il y a une offre de sport, alors qui n'est pas du tout comme Urban Sports Club, mais qui est une cotisation annuelle de 5 €, donc autant dire rien, annuelle. 5 € pour faire 2 heures d'un sport par semaine. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais bon, c'est des très grosses entreprises qui ont des... Enfin, voilà. Ouais, c'est imbattable. Et de rencontrer effectivement des gens qui ne sont absolument pas dans notre périmètre. Et quand on arrive dans des très grosses structures où il y a 2000, 3000, 4000 collaborateurs, c'est un moyen de rencontrer des gens et de les rencontrer. Le sport abolit toutes les strates, toute la hiérarchie. Et on se retrouve à faire du badminton avec la DRH Group et on ne le sait pas. Ou on se retrouve à faire des squats avec le DSI, le directeur des systèmes d'information. Et on ne sait pas que c'est lui, en fait. Et quand on rentre, t'as vu, c'était machin. Ah ouais, je ne savais pas. Et en fait, ça abolit toutes ces frontières qui, parfois, dans l'entreprise, sont... on n'ose pas aller voir. Enfin, voilà, en plus, quand on vient d'arriver, on est parfois... quand on est dans des grosses structures, on se sent tout petit. On ne se fait pas forcément tout petit, mais on se sent le petit nouveau qui arrive. On est en perte de repères. Il y a eu un onboarding parfois un peu technique, un peu les services, machin, entre toute l'arrivée. Et ça, c'est un moyen de faire un onboarding qui n'a rien à voir avec le boulot, mais qui, je pense, va créer des synergies qui vont vraiment être différentes.
Et parfois, quand on est dans les vestiaires, on se change et on discute. Ah tiens, j'ai besoin de ça. Va voir un tel. Je le connais pas, mais je vais arriver en lui disant, bah tiens, c'est un tel qui m'a parlé de toi au sport. J'ai un souci. Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est un moyen de, je vais pas dire de court-circuiter, mais d'accélérer vraiment l'intégration, parce que quand on est tous en short à transpirer, on se fout de qui est qui en fait. On essaye juste. Et ça, c'est hyper important. C'est des choses. C'est juste de survivre, c'est ça. C'est Tu penses ça un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça en fait. On est dans autre chose que le boulot, avec des gens du boulot, et on n'est plus dans la hiérarchie, dans les process. On n'est plus dans tout ça. Et ça change beaucoup, beaucoup. Et ça permet vraiment d'accélérer. Enfin, moi, je l'ai vu en quelques semaines. J'ai vu, alors c'est très personnel, hein, c'est mon mari faire son trou dans une boîte de 3000 salariés. Quoi. Grâce, il n'y avait pas que le sport, bien évidemment. Il y avait de l'ambassadorat interne, mais du tutorat. Mais le sport l'a vraiment aidé. Juste rapidement aussi sur ce chiffre de 12%, parce que tu l'as dit, en fait, souvent l'onboarding, pourquoi les gens, il y a plein de raisons, hein, mais sont éventuellement déçus, c'est parce qu'il est très technique. C'est-à-dire qu'on va penser à le PC, le téléphone, le mot de passe, le Teams, voilà, à tout le technique. Mais en fait, clairement, l'onboarding, c'est la partie humaine qui est souvent pas suffisamment traitée. Et pourtant, c'est vraiment l'essentiel pour bien intégrer, bien engager les personnes. Merci. Oui, pas de problème. Exactement. Non, ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce côté. On a plani la hiérarchie. Il n'y a plus de le CEO et le stagiaire, c'est même combat et voilà, si on peut aller à la boxe et mettre un petit kick au service comptable, c'est toujours possible. Non, je plaisante bien sûr. Mais il y a un point important, c'est quel rôle du management et des RH aussi dans le processus d'onboarding. Je pense qu'il y a un fort rôle d'exemplarité aussi à donner. C'est-à-dire, on organise les sessions, mais on y participe aussi. Voilà. Parce que si le top management ne nous donne pas l'exemple, on a beau mettre en place les initiatives, il faut que ça prenne aussi dans toutes les strates. C'est d'autant plus vrai, mais cette exemplarité, elle est. Pour moi, quand j'entends le mot manager, j'entends plein de choses derrière, hein, mais j'entends le mot exemplarité. Alors souvent, il y en a qui confondent exemplarité et perfection. Mais c'est totalement différent. Perfection n'existe pas, elle n'est pas de ce monde, en tout cas pas de l'être humain. L'exemplarité, c'est autre chose. L'exemplarité, le manager se doit d'être exemplaire. Et si on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs, trop souvent, les entreprises vont... Allez, on se fait une séance, il faut qu'on ait nos valeurs. Pour la marque employeur, il faut qu'on ait des valeurs. Très bien. Après-midi, post-it, génial, on définit les valeurs, bim, bam, ça sort. Mais après, ces valeurs, elles ne sont pas incarnées. Et c'est ça la première des choses, c'est que, et notamment le top management, donc quand on part dans un système d'élaboration de ces valeurs, ça part du haut, mais ça doit être incarné. Là, c'est pareil. À un moment donné, c'est OK, dans l'intégration, il y a l'exemplarité du manager, et s'il y a une offre de sport ou autre, ou qu'on détermine, ou qu'on définit une activité sportive pour créer du lien, pour célébrer, etc., les managers, oui, ils doivent être exemplaires et être moteur sur le sujet, être présent. Et j'allais dire, et la DRH doit être clairement à la manœuvre en fait pour mettre en place ces dispositifs. Je pense que ça aide qu'un comble, le terme n'est peut-être pas forcément le mieux choisi parce que c'est pas une corvée, mais c'est elle qui a la responsabilité de mettre en place ces dispositifs parce que c'est elle qui est de manière générale responsable de l'expérience candidats et collaborateurs de manière générale. Et puis en plus, voilà, ça c'est un peu plaidoyer pro domo, il y a beaucoup de RH bashing. Voilà, on attaque beaucoup les RH, on les assimile à des personnes qui licencient, personne sans cœur. Enfin, ouais, il y a pas mal de clichés. Et là, justement, en étant à ce point-là aussi porteur de ce genre de dispositif, ça peut réconcilier certains collaborateurs ou candidats avec cette fonction et ils se rendent compte qu'en fait, le but premier aussi des personnes qui œuvrent quotidiennement au sein de la DRH, c'est de faire en sorte que les collaborateurs soient dans les meilleures conditions de travail, d'environnement de travail pour pouvoir travailler au mieux, s'épanouir, réussir et progresser. Je reviens 2 secondes sur le rôle du manager. Flaubert en a très très bien parlé, je trouve.
Mais si le manager n'est pas sportif dans l'âme, typiquement, il doit être un facilitateur aussi. Il doit être exemplaire, bien sûr. Mais il doit être un facilitateur, c'est-à-dire qu'il doit, je ne vais pas dire pousser, mais en tout cas, vraiment, ouais, si, pousser à la nouvelle recrue, quelle qu'elle soit, à explorer tout ce que l'entreprise a proposé et pas juste la tonne de projets qui s'empilent parce que ça fait 6 mois que le poste est vacant. Non, vraiment être facilitateur sur ces sujets-là, même s'il y avait un fort besoin, parce qu'on le sait, on l'a dit tout à l'heure, les recrutements, c'est compliqué. Parfois, ça met 3 mois, 6 mois quand la personne, elle arrive. Il arrive, on le voit comme le Messie, genre, oh, super, il est là, on va enfin pouvoir refaire tout ça. Et là, c'est des semaines qui ne sont plus à 35 heures. Enfin, ça dépend sur combien de jours, mais ça peut très vite être chargé quand il y a un vrai besoin. Et le rôle du manager, c'est aussi de dire, attendez, il arrive, il faudrait qu'il reste. Donc, on va lui laisser le temps, bien sûr, et on va lui laisser le temps d'explorer tout ça. Et on ne va pas se formaliser sur des horaires, sur des choses comme ça. S'il a envie d'aller à sa séance de sport qui est à 17 heures, c'est la confiance a priori de se dire à 17 heures, je le laisse aller à sa séance de sport. On a une offre, c'est que ce serait quand même idiot de ne pas le laisser en profiter. Et je lui fais confiance a priori pour mener à bien ses missions, aussi parce qu'en amont, le recrutement a priori a été bien fait. Donc c'est toute une chaîne de valeurs en fait dans toute cette expérience collaborateur, que ce soit candidat ou jusqu'à l'offboarding. C'est cette comment dire, c'est cette façon de voir le collaborateur et de dire on le laisse et on fait confiance et on facilite sa vie dans l'entreprise, son travail, son quotidien pour qu'il reste tout simplement et qu'il donne le meilleur de lui-même, donnant, win-win, vous l'avez dit tout à l'heure. J'aime beaucoup cette notion de confiance. C'est vrai que voilà, dans les entreprises qui sont clientes d'Urban Sports Club, on a pas mal de collaborateurs qui prennent une pause déj de 2 heures parce qu'ils veulent aller à la salle, faire leur séance de yoga, prendre le temps de faire un break dans la journée. Donc la confiance est très importante parce que voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas au bureau à l'heure où le contrat le dit qu'il va y avoir un problème. Mais j'aime beaucoup aussi la notion de créer des connexions informelles que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est vrai que la cohésion d'équipe, c'est quelque chose qui est très très important dans l'expérience du collaborateur. Et je rebondis avec quelques chiffres. Il y a 82% des employés qui affirment que leur engagement au travail est lié en fait au rapport avec les collaborateurs. Et si on réfléchit un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est le rapport au collaborateur? Comment il se crée en dehors des réunions de travail? A priori, quand on réfléchit à une journée, c'est souvent la pause café au début, la journée, la pause clope pour les fumeurs, on va aller faire la pause déj, on va aller faire un after work potentiellement alcoolisé. La culture française promeut le bien vivre. Voilà, on mange bien, on boit bien. Mais voilà, pourquoi ne pas changer un petit peu la donne et créer cette cohésion justement avec le sport. Alors vous l'avez bien dit, la cohésion, elle se crée par des affinités, tout simplement. Alors soit des affinités parce qu'on est ensemble sur le même sujet et qu'on n'a pas toujours le choix, donc on travaille avec ces personnes-là, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas de notre service, mais avec qui on partage un quotidien, quand on est jeune parent, par exemple, et qu'on arrive le matin et que le deuxième café ne suffit pas parce qu'on n'a pas dormi, parce qu'on a des origines étrangères, on vient d'un même pays, ou ainsi de suite. On partage des affinités et créer et certains font du sport, d'autres ne sont pas sportifs. Moi, j'étais pas sportive quand j'étais salariée. Je me suis mise un peu au sport parce que j'avais une collègue qui était une très bonne collègue, qui est devenue une amie, qui faisait du sport et qui m'a embarquée avec elle. Alors, on n'était pas dans une offre, c'était le soir en rentrant à 20 heures. Enfin bon, un peu guerrière quand même, parce que rentrer chez soi avec 2 enfants et repartir au sport, je le ferai plus aujourd'hui. Mais c'était il y a 15 ans, les choses n'étaient pas du tout comme aujourd'hui. Enfin voilà, on parlait pas de ces sujets-là, n'avaient pas lieu en entreprise il y a 15 ans.
Et elle m'a amenée petit à petit au sport parce qu'elle me dit ah, mais moi, je fais ça, ça me fait du bien, ça me détend. C'est un truc très, très soft. Euh, et effectivement, au-delà de l'échange, euh, on partageait un moment hors boulot. Ça nous faisait évidemment du bien. Et surtout, on parlait d'autres sujets. Mais parfois, comme le disait Marie-Sophie au tout début, pendant la séance, j'avais des trucs qui revenaient pour le boulot. Je me disais, ah, tiens, ça faudrait que je le fasse comme ça, et ainsi de suite. Et c'était quelqu'un qui était absolument pas dans mon service, puisqu'elle était au service commercial. Et par contre, quand on avait des projets communs, on nous mettait toutes les deux sur le projet, machine de guerre. Parce qu'on était, on s'entendait très bien, mais on partageait des choses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que par le sport, on est devenu vraiment, on était pas des rockstars, mais on était très efficaces. Et on a levé des montagnes sur des sujets qu'on n'avait jamais traités, ni l'une ni l'autre. On nous a mis dessus en nous disant, tiens, ça va bien se passer, vous deux. Moi, j'avais jamais fait ça, elle non plus. Et on a relevé le challenge parce qu'on avait aussi fait le sport. Fait du sport, je veux dire. Et quand on fait du sport, on se dépasse. Flaubert en parlait. On va sur des sujets, des choses qu'on n'a jamais faites. Et parfois, on est face à la difficulté. Moi, quand j'ai repris le sport il y a quelques années et qu'à la première séance, il fallait que j'enchaîne 30 abdos. Au 4e, j'étais morte. Je suis sortie de la séance en pleurant, en me disant je ne vais jamais y arriver. Et 3 semaines après, je pliais les 40 abdos sans forcer. Donc, je me suis pas reconnue moi-même en me disant ah ouais, mais en fait, je suis capable de ça. Et ça, après, on le réinjecte dans le boulot. Quand on se dépasse dans le sport, on le réinjecte et on va chercher des ressources qu'on n'avait pas pour justement aller performer aussi dans le boulot. Moi, j'ai un mot là qui me vient en tête, c'est paradoxe. Alors, on parle souvent de French paradoxe. Quand je vois le 82%, que je fais le lien dans notre activité de recrutement avec ce que je disais tout à l'heure, le fameux télétravail. Aujourd'hui, on a... Alors moi, j'ai une vision du télétravail qui est... ok, un peu c'est bien, on a abusé, ça craint. Vivre l'entreprise perpétuellement depuis sa cuisine ou son salon, je ne suis pas étonné qu'on en arrive après aux 6% d'engagement et donc à beaucoup de désengagement. Donc on a des personnes qui sont à dire moi je veux un maximum de télétravail, mais d'un autre côté, mon engagement au travail il est directement lié au rapport que j'ai avec mes collaborateurs. Rapport que je n'ai pas quand je suis en télétravail. En tout cas que je n'ai pas aussi bien. L'homme, avec un grand H, est un animal social. Quand on est chez soi, c'est quand même plus compliqué. Une réunion en Teams, ce n'est pas la réunion physique. Un entretien physique, ce n'est pas un entretien en Teams. Et justement, comment, et je boucle le truc, comment recréer ce lien ? Notamment à travers, pas que, mais à travers le sport, créer des liens, des activités qui font qu'on collabore. Collaborer, je disais tout à l'heure, une entreprise, c'est une équipe qui travaille à un projet commun. Collaborer, c'est travailler ensemble. Ce n'est pas pour rien que les entreprises aujourd'hui, elles mettent de l'argent à remodeler leurs locaux en se disant, OK, ils sont peut-être un peu moins, les collaboratrices, collaborateurs sont un peu moins chez nous, mais quand ils vont l'être, il faut que tout soit fait pour bien collaborer. La dernière invitée des RH que j'ai dans le podcast, c'est une des actions qu'ils ont faites. Comment on crée des locaux, des endroits plus conviviaux. Et voilà, parce que le télétravail, c'est bien, mais au bout d'un moment, attention. Oui, justement. Alors, je n'ai pas exactement, et c'est ça qui est très intéressant, le même avis que Flaubert sur le télétravail. Mais on voit qu'on veuille ou non, on s'en fiche de l'avis de Marie-Sophie, mais sur le constat, on voit qu'il y a un peu un recul et que les entreprises de plus en plus demandent à leurs collaborateurs de revenir sur site. Et donc là, comment faire en sorte qu'ils le fassent en rechignant pas trop, en traînant pas trop des pieds ? Effectivement, l'environnement de travail, les locaux, etc. Et ce genre de dispositif, proposer des activités sportives, forcément, ça, c'est un argument supplémentaire pour leur dire, voilà, revenez sur site, il y a des choses qui sont proposées, vous allez pouvoir faire des séances avec vos collègues, etc. Tout en ayant quand même la possibilité et la flexibilité de proposer des choses pour ceux qui sont en télétravail ou qui ne sont pas en mesure de faire les mêmes activités que d'autres.
Mais ça permet effectivement d'avoir le meilleur des deux mondes, je dirais. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous aviez dit au début de la conversation, Flaubert, sur un peu la célébration, se sentir aligné sur ses objectifs et stimuler un petit peu le sentiment d'appartenance. Dans quelle mesure le sport crée cette connexion et nous aide dans le rapport au succès, mais aussi dans le rapport aux échecs? Le sport, c'est de toute façon, moi c'est ce que j'explique à mon fils quand il rentre le samedi, qu'ils ont pris 5 buts et qu'il est déconfit. Je lui dis, c'est bien, tu es en train de créer ton truc, tu apprends, tu peux pas toujours gagner. Comme dans l'entreprise, comme dans l'entrepreneuriat, on gagne des trucs, on en perd d'autres, comme dans le recrutement, il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent pas bien. Donc c'est vraiment, ça apporte ces valeurs-là. Et puis il suffit, suffit de voir une chose, mais qu'est-ce qui crée des liens? Comment les gamins créent des liens entre eux en vacances, sans se connaître? Et même les adultes, le sport. Je veux dire, vous faites un foot sur la plage à 18h avec des gens que vous ne connaissez pas, vous les recroisez le lendemain, salut, ça va, vous avez l'impression que vous les connaissez. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour trouver les liens que le sport va arriver à créer, et y compris dans la défaite. On gagne ensemble, on perd ensemble. Oui, et tu le dis, on est ensemble et parfois les gens avec lesquels on a joué au foot sur la plage, on ne connaît même pas leur prénom. C'est pas ça qui nous intéresse, en fait. C'est d'être dans le collectif et de faire partie d'un tout et d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'échec comme dans le succès, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi mettre des buts contre son camp. Mais c'est ça. Et les gamins, tu as pris une très bonne image. Combien de fois les gamins, même ceux à la maternelle, comment elle s'appelle ta copine? Je sais pas, j'ai joué tout l'après-midi avec elle. C'est ça, c'est ce lien-là. Mais comment elle s'appelle? Je sais pas. Ok. Et c'est ça en fait. C'est pas le prénom, c'est pas le statut, c'est juste la connexion humaine pure par le jeu, par le sport. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pouvoir créer ce lien-là. Alors effectivement avec des collègues, mais parfois on va se faire une séance de yoga, on est tout seul, ou une séance de boxe et on est tout seul. Et c'est aussi un moyen de se recentrer sur soi, le sport. C'est un moyen de s'intégrer, de célébrer l'équipe. Mais parfois, il ne faut pas oublier, il y a quand même une partie de la population qui est introvertie et qui a besoin, malgré ces célébrations, mais qui a besoin de se retirer pour mieux revenir, en fait. Il y a besoin de ce mouvement de recul. Et le sport, faire un sport solitaire, c'est aussi un moyen de trouver son équilibre, tout simplement. Ça, c'est hyper intéressant. Ça permet de faire le lien avec le sujet suivant. C'est se recentrer sur soi, se concentrer sur sa santé physique et mentale. Et là, les stats sont édifiantes. 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Ça représente 2,5 millions de personnes. C'est quand même énorme. On sait que prévenir les risques psychosociaux, c'est une obligation légale des employeurs, mais c'est aussi en fait une action en faveur de l'entreprise. Est-ce que vous avez des exemples de situations où la santé mentale et physique a joué un rôle clairement sur la performance de l'entreprise? En fait, elle joue tout le temps un rôle, c'est en continu. C'est en continu. Les jours où je parle juste de santé physique et mentale sans parler de burn-out. J'ai été maman à 2 reprises d'enfants qui avaient décidé que la nuit c'était anecdotique et que ça ne servait à rien. C'est très compliqué d'enchaîner les journées et les semaines quand on dort 2 heures d'affilée maximum. Je veux dire, ça a duré pour la deuxième très longtemps. Elle a décidé de dormir en rentrant à la maternelle à 3 ans. C'est un enfer. J'étais épuisée. Alors là, il était hors de question que je fasse du sport parce que, dans ma tête, il était hors de question que je fasse du sport. Et un jour, je me suis dit, attends, je vais aller nager, j'ai besoin de souffler. Et le fait d'aller nager m'a fait du bien parce que j'étais ailleurs, j'étais plus dans tout ce qui me stressait. C'est effectivement le sport un moyen de chasser le stress. Maintenant, quand on a
un manager toxique, quand on a une équipe qui nous surcharge. Moi, j'ai vu des personnes faire des burn-out. Quand je voyais tout ce qu'elles faisaient, c'était l'équivalent de 2 ou 3 postes. Là, le sport ne peut pas faire grand-chose. Je suis désolée, face à quelqu'un qui fait le boulot de 3 personnes, le sport, je ne pense pas, peut sauver cette personne du burn-out. De toute façon, à un moment donné, elle ne pourra pas y échapper. Là où, effectivement, on a vu beaucoup de détresse psychologique post-Covid, effectivement, la reprise d'une activité, sans parler de sport, peut aider à chasser ce genre de choses. Et effectivement, c'est de la prévention. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 2 doigts du burn-out, ce n'est pas le sport qui va le sauver. Par contre, quelqu'un qui a pris une habitude de sport va naturellement s'autoréguler et savoir à un moment donné poser sa limite. Parce qu'en sport, le sport nous fait toucher nos limites, d'une manière ou d'une autre. Quand on nous demande de faire des trucs qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas les muscles pour le faire, à un moment donné, on est obligé de déclarer forfait. Et avoir une habitude de sport en amont va faire qu'on connaît nos limites et qu'à un moment donné, on va dire au chef « hey, stop ». Et c'est là où c'est de la vraie prévention. C'est en amont, on va dire « je ne peux plus ». Et c'est se remettre en position d'humilité quand on est au sport et qu'on échoue et de se dire bah ouais, en fait, là, j'ai pas été bon. Alors, individuellement ou collectivement, et j'ai atteint une limite momentanée. Hein, ça peut être juste une erreur, mais ça peut être aussi une vraie limite. Et de se dire bah, j'en ai. Et donc, j'en ai dans tous les aspects de ma vie, y compris au boulot. Il y a pas mal de communication à faire en fait sur cette prévention. Voilà, il y a le rôle de l'entreprise, c'est de communiquer sur tous ces risques, mais aussi d'encourager les employés à prendre ces petites étapes. Donc on a vu en fait pas mal de piliers dans l'expérience du collaborateur. Comment on peut garder les collaborateurs. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et comment on fait en sorte d'accompagner le salarié sur la durée, comment on rend un petit peu le sport accessible à tout le monde, de manière à ce que les personnes restent dans l'entreprise. Pour reboucler un petit peu, une fois qu'on a recruté, un recrutement, ça coûte cher. Très cher. Alors, on a trouvé des chiffres de 3 à 10 000 euros. C'est gentil, je crois. Ah oui, je serais ravie d'avoir vos insights. Mais c'est vrai que voilà, ça coûte extrêmement cher de recruter. C'est un investissement sur le long terme. Donc, comment en fait on fait en sorte de garder les salariés sur le long terme et comment le sport s'intègre dans cette stratégie? Alors déjà, ce qui est cher, c'est un recrutement raté. C'est ça en fait. Voilà. Après, le recrutement, c'est un investissement. Mais comme tout investissement, derrière, normalement, quelqu'un qui recrute une personne, bon, il doit gagner, être bénéficiaire par rapport au salaire et à ce que va coûter le recrutement de la personne. Et oui, c'est un investissement, ça c'est sûr. Après, comment faire en matière de rétention? Si on avait la recette, ce serait trop simple. Mais tout tourne évidemment autour du manager, du management. Enfin, à mon sens, on dit souvent, on rejoint un projet, une marque, on quitte un manager. Et dans ce rôle de management, évidemment que tout ce qui peut être proposé par le manager dans son management au quotidien. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est délégation, communication, etc. Et être manager, c'est pas une chose qu'on va faire en plus de son job. Être manager, c'est tout simplement juste son métier. Après, il faut juste passer du faire au faire pour pouvoir être mieux présent aux équipes qu'on va avoir. Et être mieux présent aux équipes qu'on va avoir, c'est aussi challenger sa DRH, sa DG en disant qu'est-ce qu'on peut donner, offrir de plus à nos équipes. Télétravail, on n'a qu'un jour. Ok. Est-ce qu'on leur met du sport? Et après, on revient, on boucle tout ce qu'on a dit, mais l'exemplarité du manager sur ok. Moi là, je vais faire un truc d'équipe autour d'une activité sportive. En effet, on est très fort pour aller boire l'apéro ensemble, mais
ce serait peut-être pas mal aussi, peut-être alors avant l'apéro, d'aller faire une activité sportive qui crée du lien. Donc je pense qu'il y a ce rôle central du manager, on tourne autour depuis tout à l'heure, et en effet, à lui d'activer des leviers, et le sport en est un. Oui, sur ce sujet de la rétention, il y a Thomas Chardin qui parlait d'un triptyque de attirer, recruter, fidéliser, engager. Et c'est vrai que pendant des années, les organisations, je ne vais pas m'en plaindre parce que moi je suis spécialisée dans le recrutement, mais concentrer leurs efforts sur la phase du recrutement, attirer. Et il y avait un turnover qui est x2 depuis 15 ans. Depuis 20 ans, x2, on est à peu près à 15%. Et donc, vous recrutez pour qu'en fait les personnes ne restent pas. C'est le tonneau des Danaïdes. Ça épuise tout le monde, tout particulièrement les personnes au sein de la DRH et le recrutement. Donc, bien évidemment, une des problématiques aujourd'hui, c'est de véritablement fidéliser et engager les collaborateurs. Il y avait un sondage qui était sorti en début d'année par Eurogroupe et qui disait que dans les principaux défis RH de 2024, les dirigeants identifiaient le fait de justement fidéliser, maintenir dans l'emploi et engager leurs collaborateurs comme principal défi pour 2024. Donc là, je suis encore très chiffre. Donc j'ai 2 chiffres qui là encore, montrent certaines choses. Je ne dis rien, mais 87% des salariés estiment qu'une entreprise qui propose une offre de sport à ses salariés est une entreprise qui veille au bien-être de ses salariés. Mais 63% des salariés estiment que leur entreprise ne se préoccupe pas assez de leur bien-être. Donc voilà, on sait que c'est une attente à nouveau. Tout à l'heure, c'était des candidats, là, c'est des collaborateurs. Et pour autant, quand on les interroge, ils ont l'impression que ce n'est pas suffisamment pris au sérieux, qu'on ne leur propose pas suffisamment de choses. Or, voilà, quand il y a des entreprises qui mettent ça en place, les chiffres sont éloquents. Le turnover, il est inférieur à la moyenne de 25%. Ça, c'est une étude de Deloitte. Les boîtes qui ont mis en place ce genre de dispositif sportif, voilà, il y a un impact réel sur le turnover. Et après, on en a parlé, l'absentéisme aussi diminue, c'est 32% d'absentéisme en moins, et les collaborateurs sont plus motivés et engagés. Donc ça passe par les DRH qui doivent être aux manœuvres et qui doivent être motrices pour déployer, mettre en œuvre ces dispositifs, les faire connaître, parce que c'est bien que ça existe, mais souvent c'est bien au sein des organisations que ce n'est pas forcément connu. Donc il faut que toute personne qui arrive dans l'onboarding, etc., soit au courant de ce qui est proposé, de l'offre de service, des différents avantages. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le manager, il doit être facilitateur. Il ne doit pas mettre des bâtons dans les roues, il doit dire ça existe, donc tu peux l'utiliser, et pas justement regarder en disant ah, tu pars faire une séance de sport et le regarder de travers. Voilà. Ça arrive souvent. Le nombre d'endroits où il y a des baby-foot et en fait personne n'ose l'utiliser parce qu'il va y avoir des remarques si c'est utilisé. Oui, c'est tout à fait ça. Le baby-foot, c'est le bon exemple. C'était l'apanage de la QVT il y a quelques années. Mais oui, c'est effectivement... Il y a un besoin et une demande de prise en compte de tout ce qui n'est pas travail par l'entreprise. Il y a un sujet qui est très traité, moi je le vois dans les demandes d'intervention qu'on me fait en ce moment sur des conférences, on me parle beaucoup de la parentalité. C'est un autre sujet qui concerne quand même beaucoup de gens, mais c'est un reflet de se dire les collaborateurs n'ont pas que le travail en tête quand ils sont au travail. Et ils ont, et parfois, et quand ils sont à la maison, ils ont le travail en tête. Cette porosité, elle peut être dangereuse entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Elle peut être dangereuse. Et le sport, ça peut être le sas qui permet d'être ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui va apporter du bien-être global à la personne. Et ça va rejaillir et à la maison. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans l'entreprise. Avec une notion qui est importante, c'est l'authenticité, la spontanéité. Et moi, ce que je trouve bien avec votre offre, et je l'ai fait hier, à un moment donné, je suis au bureau, un coup de speed, il faut que je me libère l'esprit, hop, je regarde, je prends l'appli, et je vais faire ma séance sur la pause déj. Je mange moins en plus, c'est pas mal ça. Et voilà, donc je trouve que ça aussi c'est quelque chose de vraiment très positif, quoi. Vous communiquez sur le fait de dire vous avez une salle de sport dans la poche, dans votre téléphone. Ben oui, je trouve que ça apporte quand même beaucoup, cette facilité, cette spontanéité. Puis j'imagine, on est au bureau, on est deux, viens, on va se faire une petite séance ensemble là, ok. Ben ça, c'est aussi ce qui
peut faire que on crée des liens et à un moment donné, on collabore un peu mieux avec les autres, on se sent mieux dans son environnement de travail. Et c'est la somme de toutes ces petites choses qui fait que on va garder les meilleurs. Ça sera le mot de la fin. Je pense que c'est une très belle conclusion. On va laisser peut-être quelques minutes s'il y a des questions. Est-ce que dans l'audience, vous avez des questions ? Il y a quelques commentaires qu'on pourrait partager. Donc, je parlais d'abord du commentaire de Bastien qui disait que le sport dans la période d'intégration est un accélérateur d'engagement des collaborateurs et de compréhension et d'adhésion à la culture d'entreprise. Et ensuite, Olivier qui mettait donc ces 6 mots en parallèle: sport, corps, effort, accord, formation et performance. Tous des mots avec OR. Donc je ne sais pas si c'était quelque chose qui existait déjà, mais en tout cas, c'est bien trouvé. Voilà. Et on n'a pas encore de questions, mais n'hésitez pas à nous en poser. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. Ne me tente pas, je peux sortir les chiffres. Madame Chiffre. Alors la question, je la répète si le micro n'entendait pas assez. Y a-t-il une offre pleine nature et comment faire ? Alors oui, on a une offre en fait qui permet de faire du sport aussi en extérieur. On est surtout dans les zones urbaines, pour être très transparent, mais on propose, il y a plein de partenaires qui proposent des activités en extérieur. On a des bootcamps en extérieur, du yoga, des groupes de running. On a dans certaines villes qui s'y prêtent du surf, de la voile, du wakeboard, du canoë, donc pas mal de choses, de l'acrobranche. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, pour les personnes qui ne sont pas dans les villes où nous sommes, on a aussi une offre en ligne. Et ça rejoint ce que tu disais sur les régions. Et pour les salariés qui ne sont pas sur les villes où nous sommes, on a quand même une offre qui permet de faire des cours en ligne ou en VOD, en direct. Donc il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de cours proposés, soit dans des salles, soit en plein air ou en ligne. Alors, la question, c'est quels sont les sports les plus plébiscités par les collaborateurs ? Alors, je vais donner la data qu'on a, nous, chez Urban Sports Club. Définitivement, le yoga. Il y a besoin de faire une pause et de se recentrer sur soi. La deuxième activité qui est plébiscitée, c'est l'activité fitness. Aller dans la salle de sport, faire sa séance sur les machines, c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre dans sa journée. Il n'y a pas besoin d'avoir potentiellement un rendez-vous ou une classe à un certain horaire. Et la troisième activité, c'est le spinning, qui est une activité de vélo statique qu'on fait dans le noir en général, avec de la musique assez entraînante. Et ça permet de relâcher toutes les tensions et de travailler le cardio et le renfo. Les trois activités les plus publicitées chez les clients d'Urban Sports Club. Alors, la question, c'est dans quelle ville sommes-nous implantés ? On est dans 8 villes en France: Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,
Lille, Rennes et Toulouse. L'idée, c'est qu'on développe notre maillage progressivement et qu'on aille dans d'autres villes et qu'on couvre à terme tout le territoire national. On est aussi dans d'autres pays en Europe et les salariés ont accès à l'offre dans toute l'Europe. Donc, s'il y a des voyages professionnels en province, s'il y a des voyages professionnels à l'extérieur en Europe, il n'y a plus d'excuses. À la sortie de l'hôtel, on peut aller faire sa séance de sport. Voilà. On a aussi une question de Hassan, assez technique sur le financement par le CSE et qui demande si donc ils avaient un CE avant le passage en CSE et l'arrivée d'un nouveau syndicat qui a la majorité dans l'entreprise avait supprimé cet avantage sport. Donc comment remettre le sport dans notre avantage CSE? Votez mieux aux prochaines élections, changez de syndicat et voilà, prenez quelqu'un qui justement mettra l'offre de sport. Voilà, je pense que la solution est assez simple. C'est les questions qu'on a. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Le CSE a quand même une grosse part. Enfin voilà, il faut les bonnes personnes, tu le dis justement. Moi, j'habite Cholet. C'est une ville qui est hyper sportive. Je crois qu'elle a été couronnée plusieurs fois d'affilée ville la plus sportive de France, c'est-à-dire qu'au nombre d'habitants, c'est la ville qui offre le plus de structures et d'assos sportives. Et effectivement, mais tout le monde fait du sport dans cette ville, sauf moi. Non, j'en fais, mais tout le monde fait du sport. Et dans les entreprises, c'est une culture de... Alors là, c'est même plus une culture d'entreprise, c'est la ville qui est comme ça. Toutes les entreprises ont une offre de sport, que ce soit la petite PME avec 30 personnes ou le mastodonte Thales ou Michelin, enfin, il y a des grosses boîtes quand même. Il y a une offre de sport, alors différente. Il y en a qui ont créé un espace intérieur-extérieur. Il y en a qui offrent des adhésions à 5 €. Il y en a qui... C'est une vraie culture. Et comme tout le monde fait du sport, les gens dans les entreprises et dans les CSE font du sport. Et donc, mettre ça en avant, c'est naturel. Et effectivement, tu le dis, si on a au CSE pas les bonnes personnes, que les personnes ne sont pas sensibles au sujet, sont sensibles au voyage, et ben elles vont développer une offre voyage parce que c'est quelque chose. Donc c'est hyper important. Alors je dis pas que les voyages c'est pas bon pour la santé mentale, mais je pense qu'à plus long terme, le sport, enfin vraiment, moi je suis une sportive tardive, je vois les bénéfices. Donc il faut que les entreprises s'emparent du sujet vraiment. Est-ce qu'on a eu d'autres questions? Non, on n'a pas eu d'autres questions. Alors, je vais remercier Céline, Marie-Sophie et Flaubert pour leurs interventions très pertinentes et leurs conseils. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Et si vous avez toute question sur le sport en entreprise et comment en faire bénéficier dans votre structure, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup. Au revoir.